Le bio. Mhm. Est-ce qu'on fait un petit détour par le bio? Le Oui, bio, c'est bon. Le bio, il y a des on fraudes. peut en Est-ce que le, parler. le bio, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a beaucoup à en dire sur le bio. Donc déjà, pour être très clair, moi je suis un fervent défenseur du bio. Je consomme bio autant que possible. Parce que vous pouvez vous le permettre financièrement. Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Il y a ça, et puis aussi parce que c'est une garantie supplémentaire de qualité. Entre un produit conventionnel et bio équivalent, c'est-à-dire produit au même endroit, pas importé du bout du monde, mais voilà, euh, le fait d'utiliser moins ou pas d'engrais de synthèse et de pesticides chimiques fait que c'est meilleur pour la santé et pour l'environnement. Voilà. Ceci dit, le cahier des charges du bio, selon moi, il est très insuffisant et c'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui autant de labels privés bio qui vont au-delà. Donc par exemple les biocohérences, Nature et Progrès, Déméter, etc. Donc c'est bien, mais pourrait facilement et largement faire mieux. C'est quoi je vais pas dire les petites magouilles, mais c'est quoi les petits arrangements qu'on peut se permettre avec le bio? Est-ce qu'il y a des pays qui sont labellisés bio, qui nous envoient Ah des oui, choses qui sont pas très bio? Est-ce qu'il y a des bananes du bout du monde qui sont censées être bio, mais en fait elles sont pas très ah bio? oui, tout à fait. Pour mon livre du bio, par exemple, je m'étais amusé, j'avais appelé des fournisseurs en leur disant, ben voilà, en gros, je veux acheter du bio, mais je veux pas payer le prix. Je m'étais amusé, qui me dit. Non, mais je veux dire, je vais pas écrire n'importe quoi. Je dis des choses que je sais, que j'ai vues, où j'ai la chance de travailler. Et je travaille aussi pour pouvoir avoir accès à ces gens-là. Vous gagnez combien en ce moment? Je gagne beaucoup moins qu'à Singapour. C'est la misère. C'est non, c'est raisonnable. Pas assez, mais raisonnable. Je vous laisse terminer. Donc le bio. Donc en bref, quand j'ai fait mon livre sur le bio, je me suis dit, bon, je savais où je mettais les pieds, je savais plus ou moins ce que ça allait donner, mais bon, je me suis dit, je vais appeler des fournisseurs pour voir si je peux acheter du faux bio. J'ai appelé des fournisseurs en Chine, je leur ai dit voilà, parce que je savais que c'était en Chine que ça se passait, je savais sur quel produit, donc je les appelle, je dis voilà, je veux de la graine de tournesol, c'est pour l'alimentation animale, parce que je sais que l'alimentation animale c'est beaucoup moins regardé, beaucoup moins contrôlé. Je leur ai dit voilà, c'est simple, je veux acheter des produits bio avec les documents qui vont bien, mais j'ai pas les moyens de payer du bio. Voilà. Il y en a deux ou trois qui m'ont rappelé pour me dire ah, c'est difficile, nanana. Et l'écart de prix normal qui était au début, je sais plus, de 20%, assez rapidement il est tombé à 8%. On m'a dit c'est le minimum qu'on puisse te faire pour avoir le produit avec document. Jamais on a dit c'est du faux bio, etc., etc. Mais entre nous, c'était très clair. Et c'est pas possible d'avoir un produit bio avec un écart de prix à 8%. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire du bio. Ça coûte, parce que vous, par exemple, au niveau des engrais, vous ne pouvez pas avoir d'engrais chimiques. Or, l'engrais naturel coûte extrêmement cher par rapport à l'engrais chimique. Pareil pour les produits de traitement. Les produits de traitement coûtent beaucoup plus cher. Et j'en sais quelque chose, puisque là où je travaille aujourd'hui, on fait des produits pour la culture biologique. Pareil, il faut plus de main-d'œuvre, le rendement est inférieur. Enfin, produire bio, ça coûte plus cher. Et 8%, c'est pas suffisant. Surtout pour ces produits-là. Et c'était pour quelle quantité que le faux vrai bio là? J'avais demandé pour quelques conteneurs. Alors, je ne sais plus la quantité que j'avais demandé, mais quelques conteneurs. Sinon, en dessous, c'est pas sérieux. C'était dans quel, c'était dans quel pays? Chine. Chine? Ouais. Ils ont l'habitude de faire des choses comme ça? Bah, je suppose que oui. Enfin, moi, je l'ai trouvé très facilement. Et j'avais fait ça parce que j'avais fait ça sur ce produit-là parce que j'avais vu une étude de l'université allemande de Kessel qui avait mis une nouvelle méthode d'analyse sur les isotopes de l'azote, justement. Parce qu'en fait, la plus grosse fraude dans l'agroalimentaire bio, c'est d'utiliser des engrais de synthèse. Puisque les pesticides, on peut les retrouver. On les analyse, on les retrouve. Par contre, utiliser de l'engrais de synthèse, ça, il n'y a pas de méthode aujourd'hui pour les détecter. Et c'est extrêmement facile. Au lieu de mettre un engrais naturel, vous mettez un engrais de synthèse. Et donc, Un l'université engrais basé sur du gaz. basée sur du gaz, du méthane. Voilà, c'est purement fossile. Hein. Donc, c'est pollution, problème énergétique. Bon, justement, on peut en parler avec la crise actuelle. Hein. L'engrais, voilà, le coût de l'engrais va exploser d'ailleurs. A déjà explosé. Oui, oui, oui. Donc l'énergie vraiment est à la base de tout. Et c'est Charles Gave que tu as déjà reçu qui dit l'économie c'est l'énergie transformée. Donc l'énergie est à la base de tout. Et pour finir avec cette histoire-là, donc l'université de Cassel avait analysé l'isotope de l'azote, puisqu'en fait l'azote, t'as l'azote lourd, l'azote léger, l'azote 15, et voilà. Et en fait, l'azote chimique contient de l'azote atmosphérique qui est de l'azote léger, on va dire. Beaucoup plus que l'azote lourd qu'on peut trouver au niveau du sol. Et ils avaient démontré qu'à peu près 80% des produits chinois qu'ils avaient testés, dont des graines de tournesol, 80% avaient été cultivés avec de l'engrais de synthèse. J'ai appelé des fournisseurs, dans la région de Dalian, dans le nord, j'avais trouvé des négociants dans ces produits-là, à des prix compétitifs. Et voilà, très facilement, en quelques coups de téléphone, ça s'est fait. C'est magnifique.
ouais, et très Vous facile. avez pas essayé d'acheter des tomates en Chine? J'ai acheté des tomates pour de vrai, ouais. J'ai acheté des tomates pendant des années. C'était bien fait, c'était fait comment, pas cher, c'était... Ah oui, pas cher, oui, oui. Ah oui, mais il y a, enfin, c'est un dumping phénoménal. C'est-à-dire que l'industrie chinoise de la tomate, c'était Kofco et Schalkis, c'était des émanations. Pas de nom, hein. Non, mais là, je ne critique pas, c'est juste que les noms des entreprises, des plus gros conglomérats qui fabriquaient de la tomate, hein, c'était des émanations de l'armée populaire chinoise, donc c'était des groupes d'État. C'était les autorités chinoises qui payaient le transport entre le Xinjiang et le port. Donc voilà, donc quand ils sont arrivés sur le marché, voilà, ils se sont dit, bon, quel est le prix de marché de la tomate triple concentrée? Le marché est à 1000 euros, bon bah ok, nous on arrive, on le fait à 800. Voilà, ils sont devenus numéro un en quelques années. C'est extrêmement facile. Il y a des contrôles sur la main-d'œuvre. Il y a des contrôles sur la main-d'œuvre, je pense pas, non, sinon ça se saurait. Le Xinjiang, c'est pas là où il y a des C'est les Ouïghours. Ouïghours, oui, tout à fait. C'est vrai, ouais, c'est les Ouïghours. C'est les Ouïghours, c'est des très jeunes personnes dans les champs, donc difficile de savoir quel âge ils ont, mais vraiment très jeunes. Donc oui, il y a des problèmes dans ce pays-là, mais il y a des problèmes pour la tomate, ils font du coton également, je suppose qu'il y a les mêmes genres de problèmes, ils font plein d'autres légumes. Donc oui, il y a beaucoup à dire, effectivement. Dans votre boîte, vous étiez en contact avec le service marketing? Oh, tout le temps. Ah Pourquoi? oui, tout le temps, oui. Ouais, enfin oui, oui, tout Est-ce le qu'on temps. peut en parler? Bah oui, bien sûr. Ça ressemble à quoi un service marketing dans Ça ressemble l'agroalimentaire? à quoi? Ça ressemble à quoi? Oui, mais nous, on a eu des phénomènes quand même. Donc ça ressemble à quoi? Enfin, chez nous, c'est des gens très marketing. Cynique. C'est quoi leur Ouais, mais je sais mentalité? pas si des fois ils croient pas vraiment dans ce qu'ils font. Je sais pas trop. C'est de la communication, c'est bien présenter le produit, c'est. Je sais pas. Si vraiment ils sont convaincus de ce qu'ils font ou s'ils sont extrêmement cyniques. Ils sont honnêtes. Non, enfin, on peut pas être honnête. Enfin, mais les gens du marketing chez moi n'avaient rien à faire du tout du produit. Ils s'en foutaient complètement du produit. Les produits qu'on faisait, par exemple, je me rappelle du thé, ils ont jamais goûté le thé qu'on faisait. Ils n'en avaient rien à faire. Donc le produit qu'ils étaient censés vendre et vanter, etc., ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Ils ne le goûtaient pas, ils n'en avaient rien à faire. Donc les gens qui faisaient du marketing étaient payés pour faire une tâche, pour faire un job. Et voilà, il n'y a pas de conviction, il n'y a surtout pas de conviction dans le marketing, certainement pas. Le but, c'est de vendre du produit, c'est du travail de marchand de tapis. Donc voilà, j'en parle beaucoup dans les deux bouquins, parce que c'est toujours des choses qui m'ont plus amusé que choqué, on va dire. C'est-à-dire que vous importiez des feuilles de thé Oui, et que simplement vous changiez la boîte oui. et La vous boîte, mais vendiez plus cher. on avait X boîtes pour les mêmes thés. On faisait des formulations, on leur mettait des logos imaginaires, on leur mettait Quoi, les logos imaginaires, c'est quoi les formulations? qualité garantie, fraîcheur garantie, origine si. Mais même ce qu'on appelle les allégations santé, par exemple. Les allégations, Les alicaments? pas les alicaments, les allégations. C'est-à-dire une allégation, c'est quelque chose que vous comment dire, Genre la canneberge, ça réduit la cystite. par exemple. Voilà. Ça, c'est une allégation santé. Prenez de la canneberge, vous n'aurez pas de cystite. Vous avez une cystite, prenez de la canneberge, ça va s'arrêter. Il faut savoir que ce genre d'allégation, y compris pour la canneberge, normalement, depuis 2012, le règlement européen impose que ce soit prouvé scientifiquement. Donc, vous, en tant que fabricant de canneberge, vous devez faire un essai. Des femmes qui ont la cystite et qui ne l'ont pas, elles prennent la canneberge, pas de canneberge, et vous soumettez vos résultats en disant, voilà, on a prouvé l'effet de la canneberge sur la cystite. Aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé. Donc, il n'y a pas d'effet de la canneberge sur la cystite. Ça n'existe pas, c'est une légende urbaine. Donc, c'est sûr que si vous buvez quand vous avez une cystite, ça va finir par passer. Mais la canneberge, en aucun cas, ne vous aidera. Et c'est pareil, nous, là où je travaillais, on faisait par exemple, on avait toute une gamme, plusieurs gammes, même pour nous et pour nos clients. Donc, on avait des gammes pour X supermarchés, pour des parapharmacies, par exemple. Il y a beaucoup de produits qui se vendent en parapharmacie. Et pour ces produits-là, donc pour les infusions, vous avez une liste, à peu près une cinquantaine de plantes autorisées par la réglementation pour ces produits-là. Et ces 50 plantes autorisées sont autorisées hors du monopole des pharmaciens parce qu'elles n'ont pas d'effet. Sinon, ce seraient les pharmaciens qui les vendraient si elles avaient un effet thérapeutique. Donc vous avez toutes les plantes type verveine, tilleul, reine des prés, fleur de bac, tous ces produits-là. C'est gentil, c'est joli, ça apporte du goût, et que de cerises par exemple, bon, c'est sympa, mais les effets c'est peanuts. Tous les fabricants qui ont essayé de prouver un effet n'ont jamais réussi à en prouver un seul. La camomille, ça fait mieux dormir, non? Quelle molécule dans la camomille vous fait dormir? Si demain vous trouvez la molécule dans la camomille qui vous fait dormir, vous déposez un dossier à l'EFSA, ils vous disent effectivement la camomille ça fait dormir, vous me l'avez prouvé, vous pouvez le marquer. Ça n'existe pas. Par exemple aussi, nous on faisait des produits détox.
Ça, c'est un truc qui m'a toujours amusé. J'en parlais avec mon gars du marketing. Je dis détox, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, détox? Détox de quoi? Qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui l'est pas? Tu vas détoxifier de quoi? Combien? Ça veut rien dire, détox. Tu es intoxiqué à quoi? À la caféine, à la cocaïne, à la nicotine, Aux huiles minérales. aux huiles minérales. Donc détox, c'est une grosse arnaque. Mais moi, je suis allé au supermarché encore il n'y a pas longtemps. J'ai vu des produits détox, des produits sommeil, des produits minceur. Et tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ça, c'est de l'arnaque. Vous dites que c'est de l'arnaque parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Exactement. Exactement. La réglementation, elle est claire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Elle est clairement pas appliquée parce que quand le règlement a été mis en place en 2012, ils ont laissé du temps aux industriels de préparer les dossiers et de les présenter. Et tant que la décision n'est pas rendue, il y a comment dire, une tolérance, enfin, qui dure quand même depuis 2012. Donc aujourd'hui, vous avez encore, notamment dans les magasins bio, je suis allé voir un magasin bio et j'ai vu des produits détox. Et un produit détox, c'est une grosse Mais un emphase. produit détox bio. Ouais, probablement. Oui, probablement. Oui, bio, enfin bon. Pas bon.